Bonjour tout le monde, donc deuxième vidéo d'embryologie de la suite rentrée. On a fait l'AS0 il y a quelques temps, maintenant ça va être l'AS1, la première semaine de développement. Ou, si vous avez suivi, troisième semaine d'aménorrhée. Alors, cette première semaine de développement couvre la période débutant à la fécondation et s'achevant à la position de l'œuf sur l'endomètre. Ainsi, elle commence dans les trompes de l'utérus et se termine dans la cavité utérine. On voit le zygote se transformer en blastocyste libre. Alors, durant cette première semaine, on va observer ce qu'on appelle des modifications de l'organisme maternel. La première semaine de développement se déroule lorsque la femme entre dans la phase post-ovulatoire de son cycle menstruel. Donc c'est la phase de sécrétion ou phase lutéale, qui va s'étendre de l'ovulation, donc au 14e jour plus ou moins du cycle, jusqu'au 28e jour. A noter que les modifications maternelles observées durant la S1 seront indépendantes d'une fécondation, c'est-à-dire que la femme soit enceinte ou non. Et aussi, il n'y aura aucun signe, clinique ou biologique, qui permettrait de dire si la femme est enceinte, s'il y a une grossesse. Avec la sécrétion importante d'œstrogènes et de progestérone, on observe des modifications sur le tractus génital féminin à différents niveaux, donc des trompes utérines et de l'utérus notamment, ceci afin de faciliter l'implantation du futur œuf fécondé. Donc on remarque tout d'abord un épaississement important de la muqueuse de l'utérus, ou endomètre, qui est la couche la plus interne de la paroi de l'utérus. On a aussi le développement important des glandes utérines. Donc en phase proliférative, c'est-à-dire préovulatoire, ce sont des glandes qui sont plutôt droites, alors qu'en phase sécrétoire, elles deviennent contournées ou spiralées. Ces glandes vont sécréter un mucus riche en glycogène qui va permettre de nourrir l'œuf fécondé et aussi de le faire déplacer. On verra ça juste après. Enfin, on a un développement de la vascularisation avec une spiralisation des vaisseaux afin de mieux accueillir l'œuf fécondé. Je le répète, ces modifications de l'endomètre ont lieu lors de la phase de sécrétion de chaque cycle menstruel. Nous allons voir maintenant les événements qui conduisent, au cours de la première semaine de développement, à la formation du blastocyste libre et à son apposition sur l'endomètre. Le premier événement correspond à la fécondation. Alors, rappel de la fécondation, c'est la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde qui va aboutir à la fin de la méiose 2, vous l'avez vu en BDR, à la première division cellulaire, donc la première mitose, qui va donner ce qu'on appelle le zygote. Le zygote est constitué de ce qu'on appelle les deux premiers blastomères, soit les deux premières cellules de l'être humain, on peut dire. Nous verrons ensuite le processus de segmentation et le processus de migration de l'œuf, donc depuis le lieu de fécondation jusqu'à la cavité utérine. Ces deux événements sont concomitants, ça veut dire qu'ils arrivent en même temps, s'achevant par la position de l'œuf sur l'épithélium de l'endomètre. Cette apposition constitue la première étape d'un processus appelé nidation, qui est un événement important de la deuxième semaine de développement. Voilà, à noter que durant la semaine 1, on passe d'un zygote à un blastocyste libre, ou œuf, ce sont les termes scientifiques à retenir. On ne parle plus d'ovocyte après la fécondation. Tout ça, c'est propice à faire des pièges en QCM, donc c'est important à retenir. La segmentation, donc, correspond à une série de mitoses successives, donc j'insiste bien, c'est des mitoses, hein, à partir des deux premiers blastomères. Cette série de divisions mitotiques contribue à la transformation de l'œuf qui va évoluer en différents stades, au nombre de 4. Le premier, c'est le stade de précompaction. L'œuf est une masse sphérique homogène qui va évoluer en 2, puis 4, puis 8 et enfin 16 blastomères. Ces blastomères sont des cellules totipotentes, cela veut dire qu'elles peuvent former un organisme entier. Elles sont également sphériques, juxtaposées, non polarisées et tenues par la zone pellucide. À noter que le nombre de blastomères augmente, mais pas la taille. La taille globale reste la même, c'est le nombre de blastomères à l'intérieur qui va augmenter. C'est important à retenir. Le second stade après la précompaction, c'est la compaction, ou morula. Pourquoi on appelle ça morula? Parce qu'au microscope, ça ressemble à une mûre. Voilà. Ici, le nombre de blastomères va passer de 16 à 64, et les cellules sont pluripotentes. C'est les cellules souches embryonnaires. Elles ne pourront plus former un organisme entier.
elles peuvent former 200 types de cellules, nonobstant. À ce stade, il est possible de distinguer deux types de populations de blastomères. En périphérie, les cellules s'aplatissent, se polarisent, sont jointives et arborent des microvillosités apicales. Elles formeront le trophoblast. Et au centre, elles restent non polarisées. C'est la masse cellulaire interne. Après le stade de compaction, on a le stade blastocyste, ou cavitation. C'est le troisième stade. Euh, Ici, donc, on a du liquide qui s'infiltre à l'intérieur de la morula, refoulant les cellules de la masse cellulaire interne à un pôle de l'œuf contre le trophoblaste. La masse cellulaire interne devient alors excentrée et une cavité liquidienne se forme. Elle s'appelle le blastocèle. J'ai bugué. Mais je laisse ça pour, je sais pas, pour le côté folklorique. Le dernier stade, c'est le stade d'éclosion, qui arrive aux alentours de J5, J6. On a la zone pellucide qui se résorbe, qui va être lysée par de la strepsine, qui est une enzyme de type trypsine. Voilà. Cela va entraîner la mise à nu de l'œuf au stade de blastocyste. On parle de stade d'éclosion. L'éclosion se fait au pôle anté ou abembryonnaire. Donc voilà, si on fait le bilan à J5, J6, j'en profite pour dire que tout ce qui est schéma au cours du diapo, soit à apprendre. Il y a des questions spécifiques avec des schémas qui vous demandent de dire ce qu'on voit, etc., etc. Donc ça, par exemple, c'est un schéma à retenir. C'est le schéma du bilan à J5, J6. On n'est pas à J3, on n'est pas à la S2, c'est J5, J6. Le bilan, c'est que le blastocyste est débarrassé de la zone pellucide et délimité par une couche de continue de cellules qui s'appelle le trophoblaste. La masse cellulaire interne est accolée à ce trophoblaste au niveau d'une région qui constitue le pôle embryonnaire. Le blastocèle forme une cavité liquidienne excentrée. Pendant que l'œuf se divise et qu'il se transforme en blastocyste libre, il subit une migration du lieu de la fécondation jusqu'à la cavité utérine. Cette migration, le long de la trompe utérine, est progressive. Elle est permise grâce à trois phénomènes conjoints. On retrouve la contraction des cellules musculaires lisses, qui forment ce qu'on appelle le péristatisme. On a la sécrétion des cellules glandulaires, donc c'est un liquide qui va permettre aux cellules de baigner dedans et d'avancer. Et enfin, on a le battement des cils de la muqueuse de la trompe. Pour rappel, la musculeuse correspond à la couche moyenne de la paroi tubaire, et la muqueuse correspond à la couche la plus interne. Cette muqueuse est constituée par un épithélium, une membrane basale et un chorion sous-jacent. On arrive à une diapo qui est très importante, c'est le déplacement spatio-temporel de l'œuf, qui fait bien comprendre que l'événement de migration et de segmentation est concomitant. Alors, voilà, c'est écrit, hein. À J0, on a la fécondation qui se trouve au tiers extrême de l'ampoule, je précise bien, car ampoule est différent de l'isthme. Donc fécondation, tiers externe de l'ampoule. J1, J2, on passe de 2 à 4 blastomères et on se trouve au tiers interne de l'ampoule. J3, c'est 8 blastomères, c'est à l'isthme. J4, on est au stade de morula, on entre dans la cavité utérine. J5, on est au stade de blastocyste et d'éclosion, les deux se déroulent au J5. Donc on a un blastocyste libre dans la cavité utérine. Et enfin, J6, c'est la position. On a l'accollement du blastocyste libre à l'endomètre. Cet accollement doit avoir lieu durant la fenêtre d'implantation. La fenêtre d'implantation, c'est une notion temporelle, j'insiste dessus. Et elle correspond à environ J21 du cycle menstruel. On peut aussi avoir un accollement à J20 ou J24. Voilà, c'est de J20 à J24, c'est possible. Il doit se réaliser au niveau de la zone d'implantation, qui est une notion spatiale, qui correspond à la partie postéro-supérieure de l'utérus. Ici, on parle bien d'œuf, pas d'embryon. Donc voilà, on arrive à la dernière partie qui sont les pathos du S1. Il y en a très peu en première année, tant mieux. Ces pathologies sont un arrêt souvent du développement qui vont provoquer une fausse couche précoce. On va observer la mort de l'œuf qui va devenir clair à l'échographie. Cela peut être dû à des anomalies de méiose, donc des accidents prézygotiques avant le développement du zygote, ou des anomalies de mitose,
qui sont des accidents post-zygotiques durant la segmentation. Donc, à noter que 50% des produits de conception sont éliminés au cours du S1. Donc, c'est beaucoup. Ensuite, donc dans la catégorie patho, c'est comme ça dans la Renéo, c'est comme ça depuis plusieurs années. Mais on parle des variants ici. Tout ce qui est jumeaux, ce n'est pas une pathologie. Hein, c'est pas pathologique d'avoir des jumeaux. Euh, on a les vrais jumeaux qui résultent de la plupart du temps de l'évolution indépendante des deux premiers blastomères, et les faux, donc qui sont dits monozygotes, et les faux jumeaux, dits zygotes, qui résultent de la fécondation de deux ovocytes expulsés lors du même cycle menstruel. Voilà, on a fini cette première semaine de développement. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, on vous laisse pour la troisième semaine de développement. Bisous!